Imaginez un restaurant élégant où les lumières tamisées cachent des jugements silencieux. À une table, un milliardaire, riche mais désemparé, regarde son fils handicapé lutter pour un geste simple. Manger. Les regards des autres clients pèsent lourd. Puis un serveur, avec un sourire sincère et un pas assuré, brise ce moment de tension. Ce qu'il fait ensuite ne change pas seulement une soirée, mais des vies entières. Cette histoire, née d'une rencontre improbable, montre comment un acte de bonté peut créer une vague d'espoir et de transformation. Préparez-vous à être ému par ce récit touchant. Et si vous aimez les histoires qui réchauffent le cœur, abonnez-vous dès maintenant à la capsule temporelle. Laissez un like, partagez vos pensées dans les commentaires et aidez notre chaîne à grandir pour vous offrir encore plus d'histoires inspirantes. Dans le restaurant Bellevue, un établissement chic du quartier Montfort à Paris, Antoine Méricourt, un milliardaire connu pour ses affaires florissantes, observait son fils Lucas avec une douleur muette. Âgé de 12 ans, Lucas, atteint de paralysie cérébrale, luttait pour porter une fourchette à sa bouche. Ce soir-là, ses mouvements, habituellement difficiles, semblaient presque impossibles. Ses petites mains tremblaient et la nourriture tombait sur sa chemise impeccablement repassée. Autour d'eux, les clients, élégants et discrets, lancèrent des regards désapprobateurs, certains murmurant à voix basse. Antoine, habitué à résoudre les problèmes avec sa fortune, se sentait pour une fois totalement impuissant. Il avait dépensé des millions en traitements, engagé les meilleurs spécialistes, mais face à cette simple scène, il ne savait que faire. C'est alors que Jacques Lefebvre, un serveur embauché depuis seulement 3 mois, remarqua la détresse à leur table. Grand, avec une peau d'ébène et un sourire doux, Jacques s'approcha avec une assurance calme. « Excusez-moi, monsieur, puis-je vous aider ?» demanda-t-il d'une voix posée, ses yeux posés sur Lucas avec une bienveillance naturelle. Antoine, surpris, le dévisagea. Personne, hormis des thérapeutes ou des médecins aux honoraires exorbitants, n'avait jamais eu le droit d'intervenir dans les soins de son fils. Une méfiance instinctive monta en lui. « Nous n'avons besoin de personne, nous nous débrouillons », répondit-il d'un ton sec, presque tranchant. Jacques inclina la tête avec respect, sans insister, mais il ne s'éloigna pas complètement. Depuis l'autre côté de la salle, il continua d'observer discrètement. Lucas, de plus en plus frustré, laissa tomber une nouvelle bouchée sur sa chemise. « Papa, je n'y arrive pas, » murmura-t-il, les larmes brillant dans ses yeux. Le cœur d'Antoine se serra. Il avait tout essayé, des cliniques en Suisse, des équipements dernier cri, des traitements expérimentaux. Pourtant, dans ce moment si simple, il était à court de solutions. Jacques, voyant l'enfant au bord du désespoir, revint vers la table. « Monsieur, j'ai de l'expérience. Ma sœur est atteinte d'une condition similaire. Si vous me permettez, je pourrais essayer. » Sa voix était calme, sans trace de prétention. Antoine ouvrit la bouche pour refuser, mais il croisa le regard de Lucas. Les yeux de son fils, pleins d'espoir et de confiance envers cet inconnu, le firent hésiter. Ce regard, si rare, brisa ses défenses. « 5 minutes, concéda-t-il en reculant légèrement, les bras croisés, prêt à intervenir au moindre faux pas. Jacques s'agenouilla près de Lucas, ajustant doucement sa chaise pour qu'il soit plus stable. Il glissa une serviette sous le poignet du garçon pour soutenir son bras tremblant, puis guida sa main avec la fourchette. « Voilà, petit, ressens le mouvement. Ne force pas, laisse ta main trouver le chemin, dit-il d'une voix apaisante. » À la stupéfaction d'Antoine, Lucas porta la nourriture à sa bouche sans rien renverser. Un sourire éclatant illumina son visage. « Regarde, papa, j'ai réussi !» s'écria-t-il, rayonnant de fierté. Antoine, bouche bée, n'en croyait pas ses yeux. Ce sourire, il ne l'avait pas vu depuis des mois, peut-être des années. Jacques continua d'aider Lucas pendant quelques minutes, lui montrant des astuces simples mais ingénieuses. Il expliquait chaque geste avec patience, transformant un moment de lutte en une petite victoire. Quand il s'éloigna pour reprendre son service, Lucas mangeait déjà avec une aisance nouvelle, bien qu'encore maladroite. Antoine, encore sous le choc, observait son fils avec une émotion qu'il peinait à contenir. Ce serveur, un inconnu, avait accompli en quelques minutes ce que des années de thérapie coûteuse n'avaient pas réussi. À la fin du repas, Antoine fit signe au gérant. Jacques, inquiet d'avoir peut-être outrepassé ses limites, s'approcha avec appréhension. À sa grande surprise, Antoine lui tendit une enveloppe épaisse. « Veuillez accepter ceci en remerciement, » dit le milliardaire, sa voix plus douce qu'auparavant. Jacques, gêné, secoua la tête. « Monsieur, j'ai seulement fait ce que toute personne devrait faire. Le sourire de votre fils est une récompense suffisante. »
Antoine, habitué à régler tout problème avec de l'argent, insista. « Pourquoi refuser ?» demanda-t-il, perplexe. Jacques hésita puis expliqua. « Ma sœur, Juliana, a aussi une paralysie cérébrale. J'ai appris ses gestes en l'aidant grâce à ses thérapeutes. Ce que j'ai fait pour Lucas, c'est juste normal. » Ces mots touchèrent Antoine profondément. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un refusait son argent, non par orgueil, mais par sincérité. Curieux, il demanda « Comment prenez-vous soin de votre sœur ?» Jacques répondit avec simplicité « C'est difficile. Je travaille ici comme serveur et comme livreur. Ma mère est malade, elle a besoin de soins. Je fais ce que je peux. » Antoine regarda son fils qui contemplait Jacques avec une admiration évidente. Une idée germa dans son esprit. « Accepteriez-vous de devenir l'aide-soignant personnel de Lucas ? Le salaire serait 5 fois celui que vous gagnez ici. » Jacques, qu'abasourdi, balbutia « Monsieur, je n'ai aucune qualification, pas de diplôme. » Antoine l'interrompit, désignant Lucas qui souriait toujours. « Vous avez l'essentiel. » Il n'a pas souri comme ça depuis des mois. Quelques jours plus tard, Jacques se tenait devant l'imposante demeure des Méricourt, dans le luxueux quartier du Montfort. La maison, entourée d'un vaste jardin et ornée d'une architecture moderne, respirait l'opulence. Le contraste avec son petit appartement en périphérie de Paris était saisissant. Madame Bernadette, la gouvernante des Méricourt depuis 30 ans, l'accueillit avec un regard scrutateur. « Monsieur Antoine est absent, il est parti pour une affaire à Brasilia », annonça-t-elle d'un ton distant. Elle lui montra sa chambre, une pièce confortable dans l'aile du personnel, et lui remit une liste de consignes strictes pour Lucas. Jacques remarqua les regards curieux, parfois hostiles, des autres employés. Être le seul employé noir dans une maison si prestigieuse, avec un poste aussi privilégié, ne passait pas inaperçu. Bernadette le conduisit à la chambre de Lucas. Le kinésithérapeute vient les lundis et mercredis, l'orthophoniste les mardis et jeudis, et le vendredi était pour l'hydrothérapie. Vous devez suivre à la lettre la routine des spécialistes. Jacques hocha la tête, tentant de mémoriser chaque détail. « Puis-je voir Lucas maintenant ?» demanda-t-il. Bernadette plissa les yeux. « Il se repose. » « Vous êtes ici pour assister, pas pour décider. Lucas est suivi par des experts qualifiés depuis des années. » Jacques répondit avec humilité. « Je comprends, madame, je veux juste aider comme il faut. » Bernadette, surprise par sa politesse, ajouta « Monsieur Antoine a insisté pour que vous ayez une des meilleures chambres avec salle de bain privée. » Son ton laissait deviner son désaccord. Cette nuit-là, Jacques ne trouva pas le sommeil. Il pensait à sa mère, Lucienne, et à sa sœur, Juliana, qui vivait désormais plus confortablement grâce à son généreux salaire. Il leur avait envoyé une partie de son premier paiement pour qu'elle ne manque de rien. Mais il savait que l'opération de sa mère, nécessaire pour traiter sa polyarthrite rhumatoïde, restait un défi financier. Allongé dans sa chambre luxueuse, il se demandait s'il serait à la hauteur de ce nouveau rôle. Le lendemain matin, Jacques rencontra Lucas dans des circonstances plus ordinaires. Le garçon, installé dans son fauteuil adapté, regardait par la fenêtre, l'air absent. « Bonjour Lucas, tu te souviens de moi ?» demanda Jacques en frappant doucement à la porte. Le visage de Lucas s'illumina. « Le serveur du restaurant !» s'exclama-t-il, sa voix maladroite mais pleine de joie. « Ton père m'a engagé pour t'aider, si ça te va. » Lucas sourit d'une oreille à l'autre. « Tu vas m'apprendre à manger tout seul ?»« Bien plus que ça, promis, » répondit Jacques. « On commence quand tu veux. » À partir de ce jour, la routine au manoir changea subtilement. Jacques transforma les exercices monotones en jeux amusants, rendant chaque tâche plus légère pour Lucas. Il inventait des histoires où Lucas était un super-héros devant accomplir des missions, comme attraper un objet ou lever un bras. Ces méthodes, bien que simples, donnaient des résultats. Lucas riait plus, essayait plus fort et progressait. Mais tout n'était pas rose. Jacques sentit une résistance croissante, notamment de la part de Bernadette et d'autres employés de longue date. Des incidents étranges commencèrent, des horaires de médicaments modifiés, des équipements adaptés qui disparaissaient, des messages importants non transmis. Un matin, le docteur Marc, le kinésithérapeute, arriva furieux pour la séance de Lucas. « Pourquoi n'a-t-il pas fait les exercices que j'ai prescrits ?» demanda-t-il, fixant Jacques avec méfiance. « Il les a faits, mais d'une façon différente, » répondit Jacques calmement. Lucas, présent, intervint. « Docteur, regardez ce que je peux faire maintenant !» À la surprise de Marc, le garçon leva le bras et attrapa un ballon, un mouvement qu'il peinait à faire auparavant. « Jacques m'a appris à imaginer que je joue au basket », expliqua Lucas, fier.
Marc, stupéfait, observa attentivement. À la fin de la séance, il demanda à parler à Jacques seul. « Je dois l'admettre, je suis impressionné. Lucas a progressé plus en quelques semaines qu'en 6 mois. Comment faites-vous » Jacques expliqua. « J'ai adapté ce que j'ai appris avec ma sœur. Parfois, une autre approche change tout. » Marc, intrigué, proposa de collaborer, un premier pas vers l'acceptation des méthodes de Jacques. Cette petite victoire donna à Jacques plus de confiance. Au fil des semaines, d'autres professionnels, comme l'orthophoniste et l'hydrothérapeute, remarquèrent les progrès de Lucas et devinrent plus ouverts aux suggestions de Jacques. Quand Antoine revint de son voyage d'affaires, il fut émerveillé par les changements chez son fils. Lucas était plus communicatif, parvenait à faire des tâches simples comme tenir un crayon ou boire seul, et surtout, il souriait davantage. « Comment as-tu réussi ça ?» demanda Antoine, admiratif. Jacques répondit modestement « Ce n'est pas moi, c'est Lucas. Il avait juste besoin de se sentir capable. » Antoine, pensif, réalisa que des années d'investissement dans des spécialistes renommés et des équipements coûteux n'avaient pas eu un impact aussi fort que l'approche humaine de Jacques. Il demanda des nouvelles de la famille de Jacques. « Ma mère va mieux grâce au salaire, mais elle doit être opérée bientôt. »« C'est une intervention coûteuse, » confia Jacques, hésitant à en dire plus. Antoine sembla sur le point de répondre, mais la sonnette retentit. Bernadette apparut, le visage tendu. « Madame Hélène est ici. » Hélène Méricourt, l'ex-épouse d'Antoine et mère de Lucas, entra avec l'élégance d'une femme habituée au luxe. Elle avait quitté la famille 5 ans plus tôt, après le diagnostic de Lucas, et vivait en Europe, ne maintenant que des contacts rares, souvent par avocat interposé. « Lucas, mon amour, comme tu as grandi !» s'exclama-t-elle en l'embrassant. Lucas, figé, ne réagit pas à ce geste inhabituel. Hélène lança un regard froid à Antoine. « Nous devons parler en privé. » En s'éloignant, elle observa Jacques, intrigué par sa présence à la table familiale, un privilège rare pour un employé. Plus tard, Jacques passa près du bureau d'Antoine et entendit des voix élevées. « Un soignant sans qualification ? Tu es sérieux, Antoine ?» disait Hélène, indignée. « Il a fait plus pour Lucas en 1 mois que tous les spécialistes que tu as recommandés en des années, » rétorqua Antoine avec fermeté. « Ne sois pas ridicule. Lucas a besoin des meilleurs, pas d'une charité déguisée, » lança Hélène. Ces mots blessèrent Jacques. Il savait que sa présence dérangeait, mais l'entendre de la mère de Lucas était douloureux. Hélène annonça qu'elle voulait reprendre sa place dans la vie de son fils, ce qui fit craindre à Jacques pour son poste. Les semaines suivantes, la tension monta au manoir. Hélène s'installa dans la chambre d'amis, surveillant chaque geste de Jacques avec un regard critique. « Ne poussez-vous pas Lucas trop loin avec ses activités ?» demandait-elle souvent. Jacques, patient, répondait « Il réagit bien et le docteur Marc approuve ce programme. » Lucas défendait Jacques. « Maman, j'aime comment il m'apprend, c'est amusant et je fais des choses nouvelles. » Hélène forçait un sourire mais restait sceptique. Un jour, Jacques surprit une conversation entre Hélène et Bernadette. « Il a trop d'influence sur Lucas et Antoine. Il faut surveiller ses moindres faits et gestes. La moindre erreur doit être notée, » disait Hélène. Bernadette acquiesça. « Il est prudent, mais tout le monde fait des erreurs. » Jacques comprit qu'on cherchait à le discréditer. Peu après, sa sœur Juliana l'appela, inquiète. « Maman ne va pas bien. Son opération doit être programmée sous 1 mois. » Jacques, sa cour d'argent, envisagea de demander une avance à Antoine, mais celui-ci était absorbé par une fusion d'entreprises cruciale. Une nuit, alors qu'il rangeait les médicaments de Lucas, Jacques entendit Hélène et Bernadette dans une pièce voisine. « On pourrait altérer les doses de Lucas et accuser Jacques, » Seuil proposa Hélène, « ou laisser un objet précieux sur son chemin pour voir s'il le prend. » Jacques, écœuré, comprit qu'Hélène était prête à nuire à son propre fils pour le faire tomber. Cette révélation le bouleversa. Il ne pouvait rester dans une maison où on complotait contre lui, risquant sa réputation et son avenir. Il prit une décision déchirante. Cette nuit-là, Jacques rédigea une lettre de démission expliquant qu'il devait partir pour des raisons familiales urgentes. Avant de quitter, il se rendit dans la chambre de Lucas, qui dormait paisiblement. Les larmes aux yeux, il déposa près de son lit un carnet où il avait consigné toutes leurs techniques, jeux et conseils. « Adieu, Lucas. Tu es plus fort que tu ne le crois, » murmura-t-il. Puis il rassembla ses affaires et quitta le manoir en silence, le cœur brisé. De retour dans son petit appartement en périphérie de Paris, Jacques retrouva sa mère, Lucienne, et sa sœur Juliana. « Mon fils, que s'est-il passé ?» demanda Lucienne surprise. « Je devais partir, maman. »
C'était la meilleure solution, répondit-il, évitant son regard. Il ne voulait pas leur dire la vérité pour ne pas les inquiéter. Mais il savait que sans ce salaire, payer l'opération de sa mère serait difficile. On trouvera un autre travail, promit-il, bien que les emplois comme celui-ci, surtout sans diplôme, soient rares. Au manoir, l'absence de Jacques frappa Lucas de plein fouet. Lorsqu'il se réveilla et trouva Bernadette à la place de Jacques, il paniqua. « Où est Jacques ?» demanda-t-il confus. « Il est parti, mon cher. »« Il a laissé une lettre de démission, » répondit Bernadette avec une fausse compassion. « Non, il ne serait pas parti sans me dire au revoir, » protesta Lucas, agité. Hélène, entrant dans la pièce, tenta de le calmer. « Calme-toi, Lucas. C'était juste un employé. Les gens vont et viennent. »« C'était mon ami !» cria Lucas, les larmes coulant sur ses joues. Il refusa l'aide des autres employés, s'enfermant dans un mutisme inquiétant. Antoine, informé du départ de Jacques, lut sa lettre plusieurs fois, perplexe. « Ça n'a pas de sens, murmura-t-il. Hélène suggéra « Peut-être a-t-il trouvé mieux ailleurs ?» où il a réalisé que c'était trop pour lui. Mais Antoine, inquiet, remarqua que Lucas régressait. Il refusait de participer aux exercices, perdait son appétit et ne souriait plus. Une nuit, en aidant Lucas à se préparer pour dormir, Antoine trouva le carnet laissé par Jacques. Il le feuilleta, découvrant des notes détaillées sur chaque technique, des dessins amusants et un message final. « Lucas, ta condition ne te définit pas. Tes limites sont des points de départ pour tes réussites. Ce fut un honneur de t'accompagner. Continue d'avancer. Jacques. » Ces mots touchèrent Antoine profondément. C'est pas ceux de quelqu'un qui abandonne par caprice. Déterminé à comprendre, il ignora les protestations d'Hélène et se rendit à l'adresse de Jacques, dans un quartier modeste à l'est de Paris. L'appartement, petit mais chaleureux, contrastait avec le luxe du Montfort. Juliana, en fauteuil roulant, ouvrit la porte. « Jacques est à un entretien d'embauche, dit-elle. Antoine rencontra Lucienne qui révéla que Jacques pensait avoir été licencié. Il parlait de Lucas comme d'un petit frère, ajouta-t-elle. Quand Jacques rentra, il fut choqué de voir Antoine. « Pourquoi avoir abandonné mon fils ?» demanda Antoine. « Il est dévasté. » Jacques, hésitant, expliqua tout. La conversation entre Hélène et Bernadette, leur plan pour l'accuser, sa peur de perdre sa réputation. « Si j'étais accusé de négligence ou de vol, je ne pourrais plus travailler comme soignant. Je n'avais pas le choix. » Antoine, furieux d'avoir été aveugle, promit de régler la situation avec Hélène. Il offrit aussi de payer l'opération de Lucienne. « Ce n'est pas de la charité, c'est pour Lucas, » dit-il. Jacques, après réflexion, accepta de revenir à condition d'avoir plus d'autonomie et de pouvoir faire venir Juliana pour aider Lucas socialement. Antoine approuva. De retour au manoir, Antoine confronta Hélène. « Je sais ce que tu as dit à Bernadette. Si quoi que ce soit arrive à Jacques ou Lucas, je saurai qui blâmer. » Hélène nia, mais son assurance vacilla. Jacques retrouva Lucas qui l'accueillit avec une joie débordante. Hélène, au lieu de partir comme attendu, observa leurs interactions. Peu à peu, elle changea. Un jour, elle demanda à Jacques « Pouvez-vous m'apprendre à aider Lucas ?» Émue, elle confia « J'ai manqué tant de moments. » Jacques répondit « Il n'est jamais trop tard pour recommencer. » L'opération de Lucienne fut un succès. Hélène, touchée par l'histoire de la famille de Jacques, rendit visite à Lucienne à l'hôpital. « Je voulais remercier la femme qui a élevé quelqu'un d'aussi spécial, dit-elle. Elle organisa une rencontre entre Lucas et Juliana, qui se lièrent immédiatement. Lucas, fier, raconta « Jacques m'a appris à manger tout seul. » Juliana sourit. « Il m'a appris ça aussi quand j'étais petite. » Hélène s'excusa auprès de Jacques. « J'ai agi par orgueil, pas par amour. J'ai fui parce que je ne pouvais pas accepter la condition de Lucas. Vous m'avez montré ce que signifie vraiment être là pour lui. » Jacques, ému, répondit « Nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est d'essayer de faire mieux. » Ce moment marqua un tournant. Hélène s'impliqua dans les soins de Lucas, apprenant chaque technique avec sérieux. Mais un scandale éclata. Un magazine publia un article intitulé « Le milliardaire et le serveur », insinuant une relation douteuse entre Antoine et Jacques. Bernadette, aigrie après 30 ans de service, avoua être à l'origine de l'article. « J'ai tout donné à votre famille, et cet homme m'a mise de côté, » dit-elle avant de démissionner. Le scandale inquiéta les investisseurs, mais Antoine refusa de sacrifier Jacques. Hélène proposa une idée audacieuse. Transformons ce scandale en message positif. Montrons l'impact de Jacques sur Lucas. Ils organisèrent un atelier dans le jardin du manoir, réunissant des familles d'enfants handicapés, des spécialistes et la presse. Lucas, nerveux mais déterminé, monta sur scène avec Jacques. «
Je m'appelle Lucas, j'ai 12 ans et je veux vous montrer ce que j'ai appris. Il réalisa des tâches autrefois impossibles. Tenir un crayon, changer de chaise, faire quelques pas avec un déambulateur. La foule applaudit, émue. Antoine prit la parole. J'ai cru que l'argent pouvait tout résoudre. Mais Jacques a réussi là où tout l'argent du monde a échoué, avec une chose simple, l'empathie. Hélène, les larmes aux yeux, ajouta « J'ai fui quand Lucas avait besoin de moi. Jacques m'a appris ce que signifie être une mère. » L'événement, prévu pour 2 heures, dura toute la journée. Les familles partagèrent leurs histoires, les enfants jouèrent et les spécialistes s'inspirèrent des méthodes de Jacques. Ce qui devait contrer un scandale devint un mouvement d'espoir. Des parents demandèrent à apprendre ces techniques. Antoine, inspiré, annonça « Je veux créer une fondation pour aider tous les enfants comme Lucas. Jacques, je veux que vous la dirigiez. » Jacques, hésitant, répondit « Je n'ai pas de diplôme. » Hélène intervint. « Vous avez l'empathie et des résultats. Ça ne s'enseigne pas. » Lucas ajouta « S'il te plaît, aide d'autres enfants comme moi. » Jacques accepta, à condition que la fondation soit accessible à tous, même aux familles modestes. Antoine sourit. « C'était mon idée. Elle s'appellera la Fondation Lucas Micourt, en l'honneur de mon fils. » Dans les mois suivants, Antoine acheta un terrain au sud de Paris pour construire le siège. Jacques, devenu directeur des programmes, recruta une équipe mêlant experts et soignants expérimentés. Juliana rejoignit l'équipe, inspirant les adolescents par son parcours. 1 an plus tard, l'inauguration de la Fondation Lucas Micourt fut un succès. Lucas, plus confiant, marcha avec son déambulateur pour couper le ruban sous les flashs des photographes. Jacques, discret, observa depuis l'ombre, mais Antoine insista pour qu'il rejoigne la famille. « Antoine, tu fais partie de nous, dit-il. » La fondation devint une référence, son modèle mêlant techniques innovantes et approche humaine attirant l'attention nationale. Antoine trouva un nouveau sens à sa vie, Hélène devint ambassadrice, partageant son parcours, et Lucas inspira d'autres enfants. Ce qui commença par un geste simple dans un restaurant devint une révolution. La fondation Lucas Micourt, avec sa devise « Ici, nous ne voyons pas de limites, mais des points de départ », prouve que les connexions humaines, même les plus improbables, peuvent transformer des vies. Votre avis compte. Qu'avez-vous pensé de cette histoire émouvante? Avez-vous rencontré un Jacques qui a changé une vie? Racontez-nous dans les commentaires. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous à la capsule temporelle, laissez un like et partagez pour nous aider à continuer à vous offrir des histoires qui inspirent et unissent. Merci de faire partie de notre aventure.